Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Ile-de-France. La colère était en jachère depuis plusieurs mois, la voilà qu'elle bouillonne à nouveau. Plus de 200 agriculteurs étaient attendus aujourd'hui devant l'Assemblée nationale où une proposition de loi visant à lever les contraintes était débattue. Pourquoi le monde paysan se lève-t-il à nouveau? On en parle en tout début d'émission. Nous ouvrirons ensuite notre page culture avec une pièce de théâtre qui nous invite à réfléchir sur la façon dont notre système scolaire peut étouffer nos rêves. C'est un huis clos poignant entre une prof et son élève qui s'intitule « Si tu t'en va ». Ça se joue à la Scala et on recevra sur ce plateau Kelly Rivière, l'heureuse maman de ce dialogue qui se glisse dans la peau d'une enseignante pas comme les autres. Et enfin, nous accueillerons dans ce studio Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire, qui a choisi de s'attarder un moment sur l'une des figures majeures de notre roman national, l'ex-impératrice des Français, Joséphine de Beauharnais. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Christian Convert, vous êtes agriculteur et vous occupez également la fonction de secrétaire général de la coordination rurale. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Autour de cette table, Clément Torpier, vous présidez les jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Soyez également le bienvenu dans cette émission. Merci. Et enfin, Éric Delachesnais, vous êtes avec nous à distance. Vous êtes journaliste au Figaro et spécialiste des questions d'agriculture et de ruralité. Bonjour Éric, soyez le bienvenu dans ce rendez-vous. Bonjour Damien. Alors c'est l'un des temps forts de l'actualité de ce lundi. Les agriculteurs se mobilisent en marge de l'examen de la proposition de loi Duplon débattue à partir de ce lundi au Palais Bourbon, près de 16 mois après le vaste mouvement agricole qui avait secoué le pays. Est-ce que nous sommes en train d'assister à l'acte de Christian Convert? Je ne sais pas si on peut appeler ça l'acte 2. Vous appelez mobiliser. Je crois que les agriculteurs sont restés mobilisés quasiment depuis l'année dernière. Alors en action syndicale, on peut dire, c'est pas toujours le cas. Il y a ce qui est visible et ce qui l'est moins. Je crois que nos discussions avec les députés sur l'actualité et sur les lois à venir ont été constants jusque-là. Voilà, donc aujourd'hui, on a eu la loi d'orientation, je pense que tous les agriculteurs ont été quand même fortement déçus, puisqu'elle devait quand même tracer une voie, et on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel, donc on va dire peut-être que le gouvernement n'y peut rien. Là maintenant, on a quelque chose qui traduit quelque chose de beaucoup plus concret pour répondre à les attentes des agriculteurs. On parle des produits phytosanitaires, on parle de l'eau, on parle de la simplification, donc là, il y a quelque chose de concret qui arrive. Je crois qu'il y a longtemps qu'on travaille au corps, on va dire, on peut dire comme ça, les députés, et on s'aperçoit que cette loi arrive, on avait peut-être des promesses, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans le débat, on est dans l'obstruction. Alors c'est là-dessus que les agriculteurs ne sont pas contents, il faudra qu'on trouve le moyen de sortir de cette obstruction. Les agriculteurs que je représente, et que bon nombre représentent, mon collègue aussi, on veut l'adoption de cette loi. Clément Torpier, est-ce que nous sommes à l'aube d'une nouvelle crise de l'agriculture? Nouvelle crise, je ne sais pas. C'est une crise qui se poursuit, comme l'a dit Christian. C'est la suite logique. On s'est mobilisé très fortement l'année dernière. Et aujourd'hui, cette loi, c'est le résultat de ces mobilisations, avec les engagements qui avaient été pris par le gouvernement, par Gabriel Attal, qui sont enfin ou qui doivent s'inscrire dans le marbre. Et aujourd'hui, cette loi, elle est très largement menacée par une forme de censure organisée par un certain nombre de députés, pour ne pas les citer, certains LFistes, certains de gauche, qui ont déposé un grand nombre d'amendements pour que cette loi ne voie pas le jour. Et dans quel état d'esprit les agriculteurs sont-ils? Je parlais tout à l'heure d'une colère qui bouillonnait actuellement. On le voit sur les images effectivement qui circulent à l'écran. On voit qu'il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui se sont rassemblés aujourd'hui aux abords de l'Assemblée nationale. On a l'impression qu'une nouvelle fois, le monde paysan est déterminé à faire valoir ses droits. Dans quel état d'esprit les agriculteurs sont-ils aujourd'hui? Déterminés, c'est sûr. Dégoûtés aussi. Bon, là, on est quand même dans un autre contexte, puisque le gouvernement soutient cette loi. D'habitude, on peut avoir des désaccords avec le gouvernement, ce qui était le cas l'année dernière, avant que les choses s'écrivent un petit peu. Là, le gouvernement est pour cette loi, donc on est en accord total avec la ministre, qui nous dit être en accord avec son gouvernement. Donc on va dire, on n'a plus lieu de faire des blocages, tout ça, puisque je ne vois pas pourquoi on embêterait la population à ce niveau-là. Le problème, il est législatif et parlementaire. Donc ils n'ont qu'à trouver la solution. Les solutions, ils l'ont. Ils les ont. Donc on verra ce qui va se passer ce soir, si ce texte doit retourner en commission mixte parlementaire. Mais nous, commission mixte paritaire, absolument. Paritaire, on dit que de toute façon,
le gouvernement a les moyens de la faire passer. Éric de la Chênaie, vous êtes avec nous à distance. Vous étiez sur place aux abords de l'Assemblée nationale où de nombreux agriculteurs se sont rassemblés. Vous avez discuté avec eux. Qu'est-ce que vous avez retenu et quelles sont les revendications principales du monde agricole ? Bien, les agriculteurs sont très, très remontés et ils attendaient beaucoup de cette PPL du plomb pour faciliter l'exercice de leur métier. Et malheureusement, il y a eu l'obstruction parlementaire de 1500 amendements écologistes, plus de 840 exactement de LFI, et au total, c'est 3500 amendements. Donc, ils ont l'impression qu'on les mène en bateau, qu'on les prend pas au sérieux. Eux, ils ont été responsables, ils ont attendu depuis plus d'un an et demi, 4 premiers ministres et autant de gouvernements différents. Et finalement, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien de concret dans les cours de ferme pour leur faciliter leur vie au quotidien. Car nourrir les Français 3 fois par jour, ça demande beaucoup d'exigences, beaucoup de contraintes et d'engagement. Et ça, ils aimeraient bien aussi que le pays le reconnaisse. Car grâce à eux, grâce aux agriculteurs, on ne connaît plus la pénurie depuis 80 ans, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas écrit dans l'histoire. Hein, le pays peut aussi redevenir dépendant de nourriture, de denrées agroalimentaires si en France, on ne veut pas aider nos paysans. Et c'est vraiment ça le message le plus essentiel qu'ils ont voulu faire passer devant la représentativité nationale, devant les élus du peuple, pour qu'il y ait un vrai débat démocratique et qui puisse aboutir à une PPL comme on voit des PPL dans d'autres secteurs d'activité. Voilà, Clément Torpier, que ce soit très clair, et Éric de la Chênaie l'a très bien rappelé, vous ne manifestez pas contre ce texte qui a été adopté au Sénat en janvier dernier, mais finalement contre l'attitude des députés qui ont déposé des milliers d'amendements. Mais je vais me faire l'avocat du diable, est-ce que ce n'est pas le fonctionnement démocratique normal que de pouvoir aussi amender un texte ? Certes, mais aujourd'hui, ça a été amendé dans des conditions et des proportions qui sont irrespectables. On s'est mobilisé il y a un an. L'ensemble des députés est venu à la rencontre de la profession agricole, nous soutenir, nous encourager, nous dire qu'ils étaient derrière nous. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est très largement trahi. Cette loi, quand elle est passée dans les 2 premières commissions, elle a été totalement détricotée de son sens. C'était une loi qui devait réduire les contraintes pour les agriculteurs. Et au final, on a des propositions qui contraignent encore plus les agriculteurs, qui rajoutent des charges aux charges à la profession agricole. On a clairement détricoté cette loi, on a anéanti cette loi, si je puis dire. Et aujourd'hui, ce que demande la profession, c'est clair, c'est le retour de la loi dans sa version initiale sortie du Sénat. Pour vous, Christian Convert, c'était la douche froide finalement. C'est-à-dire que vous aviez une loi qui potentiellement pouvait répondre à une partie de vos attentes et aujourd'hui, elle est complètement détricotée, comme vient de le rappeler Clément Torpier. Oui, c'est tout à fait ça. De toute façon, je pense que ça a été très bien expliqué. Il faudra qu'on s'en explique avec Madame la députée. Oui, qui vient de nous rejoindre, absolument. C'est normal qu'il y ait un débat sur ces sujets. Par contre, on assiste trop à ça. Déposer autant d'amendements. Écoutez, nous, on l'a quand même regardé au niveau de notre syndicat. On a fait déposer 18 amendements. On trouvait que c'était déjà beaucoup sur quelques clarifications, c'est quelques améliorations du texte. Mais pour aller à 3500, ça s'appelle du délire. Ça s'appelle plus du débat, ça s'appelle de l'obstruction. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc quand on est dans l'obstruction, on est dans la démagogie. Donc on ne débat plus quand c'est comme ça. Et c'est malheureux parce qu'on ne peut pas opposer les agriculteurs et la société, tant sur les phytos que sur le problème de l'eau et surtout de la complexité administrative. Je crois qu'à un moment, on doit être capable de se parler et puis que le bon sens l'emporte. Et il faut se dire qu'après une majorité, ça en vient une autre. Donc, s'il y a quelque chose, un progrès possible pour les agriculteurs qui aille dans le sens de ce qu'on demande, la majorité d'après aura tout le loisir de changer ce qu'elle veut changer. Mais on ne va pas rester encore 2 ans dans des blocages pareils, sinon ça va mal se terminer. Les agriculteurs n'en peuvent plus. Sabrina Sebaï, bonjour. Vous venez de nous rejoindre. Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine. Alors, on l'a rappelé, 3500 amendements ont été déposés. 1500 émanent des écologistes, 800 de la famille insoumise. Est-ce que vous reconnaissez là une volonté de blocage, une volonté d'obstruction ?
Alors non, j'ai entendu le mot obstruction qui a été utilisé. On a déposé des amendements d'amélioration du texte. Donc vous pouvez regarder les amendements. D'ailleurs, il y en a beaucoup. C'est pour défendre les intérêts des agriculteurs. Quand on parle par exemple de la concurrence déloyale auquel ils doivent faire face, y compris parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un salaire décent aujourd'hui de leur profession, ce sont des amendements d'amélioration du texte. Il y a des parties du texte avec lesquelles on est en total désaccord. La réintroduction de certains phytosanitaires, de pesticides. Donc oui, on l'assume et je crois qu'il n'y a pas de difficulté à dire que nous ne sommes pas d'accord là-dessus, mais il n'y a pas de volonté d'obstruction. Au contraire, vous savez, cet après-midi, le gouvernement a prévu de déposer une motion de rejet préalable du texte. Enfin, en tout cas, les parlementaires du bloc central, y compris le rapporteur, nous sommes pour avoir le débat justement sur ce texte jusqu'au bout. Et je crois que c'est assez important justement pour montrer la complexité du métier d'agriculteur aujourd'hui, les difficultés dans lesquelles ils sont et les enjeux auxquels ils doivent faire face en termes de compétition internationale, mais aussi en termes de normes. Et la question d'utilisation des pesticides en fait entièrement partie. Mais malgré tout, c'est vrai que 3500 amendements, ça paraît assez démesuré. Si vous souhaitiez amender le texte de façon très efficace, est-ce qu'une dizaine, une vingtaine d'amendements n'auraient pas suffi? 3500 amendements, on a l'impression effectivement qu'il y a clairement une volonté de ralentir les débats et de faire traîner ce débat en longueur. Non, écoutez, il y a des amendements qui sont déposés. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des amendements de repli. Par exemple, lorsqu'un amendement n'est pas adopté, vous repliez sur un autre amendement. Donc, ce sont des techniques de parlementaires justement pour pouvoir améliorer à la marge le texte quand on n'obtient pas un amendement qui est voté. Il y a des textes où il y a eu des amendements beaucoup plus nombreux qui ont été déposés. Je rappelle quand même que juste sur le texte de l'abrogation de la réforme des retraites, le bloc central avait déposé plus de 1000 amendements sur un texte où il y avait le débat juste une journée. Mais là, il y avait une volonté aussi et là, il y avait une volonté d'obstruction qui est assumée. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Vraiment, je vous le dis. Je pense qu'on peut reprendre les amendements qu'ont déposés les écologistes. C'est plutôt des amendements d'amélioration et qui correspondent à ce que nous, en tout cas, on voit, et aussi du travail qui a été fait avec des agriculteurs sur le terrain. Vous savez, on parle aujourd'hui de ceux qui sont mobilisés à Paris. Moi, j'ai des collègues qui sont dans des circonscriptions dites rurales, et ils ont des agriculteurs de fermes familiales, par exemple, qui ne sont pas en train de manifester aujourd'hui pour dire on veut plus de pesticides, on veut des cancers pour nos enfants, on veut de la pollution de l'eau, etc. Et moi, je suis d'une ferme familiale aussi. Écoutez, 3500 amendements, alors ça ne s'adresse pas qu'à vous. C'est pareil quand c'est les autres groupes. On trouve ça que c'est inadmissible. Je pense que les députés ne sont pas payés pour ça. Ils sont payés pour faire la loi, mais là, ça s'appelle le bordel. Alors moi, je ne peux pas supporter ça et je pense que je ne suis pas le seul. Qu'il y ait des vrais débats, c'est normal. C'est normal. Vous parlez des... Vous êtes européenne ou pas? Oui. Bon, eh ben dans ce cas-là, alignez-vous au niveau de l'Europe. C'est exactement ce qu'on demande. Tout ça est quand même contrôlé. Donc il y a l'ANSES au niveau français, il y a l'EFSA au niveau européen. Nous, on demande d'avoir les mêmes règles depuis longtemps au niveau européen. Après, sur les clauses miroirs, on peut bien sûr avoir des points d'accord. Que ces produits qui ne correspondent pas à nos normes ne soient pas importés. Mais vous pouvez bien raconter ce que vous voulez. Quand on ne produit pas les noisettes, elles arrivent d'ailleurs. Quand on ne produit pas le sucre, quand on ne produit pas les betteraves, ça vient d'ailleurs. Et c'est encore bien pire que nos normes. Alors si vous dites que c'est mauvais, allez jusqu'au bout de votre raisonnement et vous faites en sorte d'interdire de rentrer ces produits. Alors, et là, on va s'expliquer. Christian Convert, là, vous faites référence pour que nos téléspectateurs comprennent bien à la volonté de réintroduire par dérogation l'acétamipride, qui est un insecticide néonicotinoïde, qui a été interdit en France en 2018 et qui est effectivement autorisé à l'échelle européenne jusqu'en 2033. Éric Delachesnée, vous êtes avec nous à distance. Simplement, quelle est cette molécule dont on parle et qui, c'est vrai, cristallise un petit peu toute l'attention? C'est une molécule, c'est assez étrange parce qu'on l'autorise pour les chiens et chats contre les puces éthiques et pour les agriculteurs qui n'ont pas d'autre solution comme les fabricants de noisettes ou de betteraves, on l'interdit. Et en plus, c'est juste la famille des néonicotinoïdes est large, c'est juste un insecticide de cette famille. C'est pas toute la classe des néonicotinoïdes que la PPL du plomb prévoit de réintroduire. Et en plus, c'est à titre dérogatoire sur 3 ans. Donc, c'est là où c'est pas très logique. Les 26 autres pays européens ont le droit de l'utiliser. Donc, on va introduire, en France, des produits qui auront été traités avec cette molécule et on va interdire aux agriculteurs français de l'utiliser. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai entendu les arguments de la députée écologiste, mais c'est sa vision de l'agriculture qu'ils veulent faire passer en force contre la majorité des agriculteurs. Oui, la députée écologiste défend la vision de la coordination de la Confédération paysanne, qui a aussi de bons arguments. Ils défendent les fermes familiales, ça c'est très bien, mais c'est 20% des agriculteurs en France. Donc je vois pas pourquoi ce serait démocratique de s'opposer à plus de 80% des agriculteurs qui demandent qu'à travailler. Ils demandent
rien d'autre que travailler et nourrir les Français 3 fois par jour avec des produits français. Et donc, s'il y a une espèce d'hypocrisie, on va introduire en France des produits traités à l'acétamipride et là-dessus, on ne va rien dire. Voilà, moi, j'aimerais bien qu'elle nous explique... Juste avant d'aller vers vous, Clément Torpier, juste Sabrina Sebaï, c'est vrai que c'est intéressant ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'en France, on a un produit qui est interdit, mais qu'en même temps, on importe des produits de l'extérieur qui sont traités avec ces produits qui sont interdits en France. Donc finalement, on se dit, il n'y a pas de logique dans cette histoire. Mais en réalité, la logique voudrait qu'on tire toutes les normes vers le haut, y compris au niveau de l'Union européenne. Il n'est pas acceptable aujourd'hui, effectivement, qu'on importe des produits avec des phytosanitaires qui soient interdits sur le sol français, qui créent une compétition déloyale vis-à-vis de nos agriculteurs. Et c'est bien là toute la difficulté. Mais par contre, il faut bien avoir en tête que quand on parle de la question des néonicotinoïdes ou de cette famille de pesticides, il y a un principe de précaution qui s'applique. Nous, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que les premières victimes de ces épandages d'utilisation de phytosanitaires, c'est les agriculteurs. C'est les terres, les nappes phréatiques qui sont polluées ensuite, donc les consommateurs. Et vous avez d'ailleurs dans certaines zones en France des clusters, ce qu'on appelle des clusters de cancer pédiatrique, dans des zones où il y a des épandages de pesticides. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Donc, il y a un principe de précaution qui s'applique. Et nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut protéger les agriculteurs qui nous nourrissent. Personne ne remet en cause l'utilité et l'importance de cette profession. Mais il faut protéger aussi les consommateurs et les enfants des risques sanitaires qui y sont liés. Donc oui, bien évidemment, aujourd'hui qu'on a un problème avec la libre concurrence, avec les traités internationaux sur... on a eu, par exemple, les débats sur Mercosur et d'autres traités qui étaient extrêmement problématiques. Mais notre objectif à nous, c'est pas de tuer l'agriculture française. Au contraire, c'est de dire... Essayons de travailler pour faire en sorte qu'on mette tout le monde au même niveau pour éviter d'empoisonner en fait les gens, tout simplement. Clément Torpier, vous comprenez ce principe de précaution. Si ces produits effectivement rendent certaines personnes malades, on peut aussi entendre cette position. Non, mais moi je ne suis pas d'accord avec les arguments qui sont apportés. Est-ce que vous savez à quoi ressemble une graine de betterave ? Est-ce que vous savez à quoi ressemble une graine de betterave ? Non. Non ? Tu aurais dû en prendre une. Eh bien, moi, je vais vous donner une graine de betterave, c'est plus petit que mon ongle. Et l'enrobage qui était fait autour de cette graine de betterave avec de l'acétamipride, aujourd'hui, il n'était pas épandu. Il était mis autour de la graine de betterave, extrêmement localisé, pas en contact avec l'eau, pas en contact avec les animaux et ni en contact avec les abeilles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une betterave, on en voit une ici, une betterave. Est-ce qu'une betterave, vous avez déjà vu des fleurs sur une betterave ? Mais en fait, vous me parlez, mais vous me parlez de l'utilisation des pesticides de manière raisonnée. Mais bien sûr, non, je ne suis pas d'accord. La réalité, mais si, écoutez, il y a quelques semaines de cela, encore à l'Assemblée nationale, a été voté un texte pour l'épandage, notamment de pesticides, par drone, d'accord, sur certaines cultures. On voit bien aujourd'hui la difficulté dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met le pied dans l'engrenage et qu'on autorise certains retours de pesticides, la suite logique derrière, ça va de dire pour être plus compétitif, il nous faut donc produire plus, utiliser plus de pesticides et être dans cette logique. Donc vous dites aujourd'hui, que c'est sans risque. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Je ne dis pas que c'est sans risque, je dis qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont formés à l'utilisation de ces produits. Or, je ne sais pas si vous avez un animal de compagnie, un chien ou un chat, est-ce qu'il est équipé d'un collier anti-puce ? Non. Non ? Eh bien, je pense que vous faites peut-être la partie, vous êtes peut-être l'exception, mais aujourd'hui, on a des gens qui ont des animaux de compagnie chez eux, avec des colliers anti-puces sur les animaux, les chiens, les chats, et le chien ou le chat va passer des journées entières à côté des petits-enfants ou des enfants avec des doses de produits qui sont beaucoup plus importantes que ce que les agriculteurs utilisent alors que les agriculteurs sont formés. Donc, est-ce que vous remettez en cause la dangerosité aujourd'hui des pesticides et l'utilisation des phytos ? Non, parce qu'aujourd'hui, on a l'autorisation. La principale question, c'est quand même celle-ci. Est-ce que demain, si moi, j'ai des enfants, est-ce que j'ai le droit de vouloir dire que je ne veux pas qu'ils soient exposés éventuellement à des produits qui vont leur donner des maladies, des cancers pédiatriques. Pourquoi ne pas tout interdire ? C'est-à-dire qu'effectivement, on peut entendre cet argument, mais il ne faudrait pas interdire. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des études qui sont faites. Oui. On a eu le même débat sur les PFAS. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines de cela, c'était pareil, on avait un débat sur les polluants éternels.
Et là, on avait des études qui avaient été faites sur certains polluants dont l'effet nocif était avéré. Donc on les a inscrits dans la liste de ceux qu'il fallait interdire, d'autres dont il y avait des études en cours et d'autres dont on ne savait pas. Donc le débat aujourd'hui, c'est jusqu'où on va dans l'application du principe de précaution. Est-ce qu'on se dit que, comme on n'a pas d'analyse et de résultats, est-ce qu'on les utilise quand même? Non, mais je parle des polluants éternels. Là. Est-ce qu'on n'interdit pas, justement, parce qu'on n'a pas d'analyse dessus? En fait, on pourrait même refaire le même débat sur la question des pesticides. Vous me dites qu'il y a des études sur les pesticides et leur utilisation. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un risque zéro sur l'utilisation. Dans le domaine des scientifiques, il y a des scientifiques pour ça. Et il y a l'ANSES en France. Et il y a l'EFSA en Europe. Donc, il faut savoir, moi, je ne vais pas aller contre l'avis des scientifiques, puisqu'ils autorisent ça dans les autres pays d'Europe, ils ne doivent pas être complètement dingues. Après, on n'impose rien à personne. Il y a des filières complètes sans pesticides. Il y a le bio, qui est aussi encouragé, alors qu'aujourd'hui, déjà, la consommation n'arrive pas à éponger la production. Christian Corbert, juste... Ça veut dire quand même quelque chose. Donc, les consommateurs, ils ont tout loisir de consommer en fonction de leur envie et de leurs moyens. Et de leurs moyens. Mais c'est vrai que cette interdiction est entrée en vigueur en 2018. Oui, nous sommes en 2025. C'est une surtransposition. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi quelles sont les conséquences aussi sur les exploitations en France? Est-ce que justement ceux qui cultivent la betterave, par exemple, ont pu le ressentir à la noisette? Voilà. Donc derrière ça, il n'y a pas de l'idéologie. Il y a de toute façon, si on n'arrive plus à être compétitif parce qu'on est de moins bonne qualité et moins de volume, on disparaît. Donc on a 400 000 fermes aujourd'hui, on veut les garder. Voilà, on veut pas un modèle industrialisé, sauf que ce que vous êtes en train d'expliquer là, ça va amener, alors il y a ça, il y a dire on va faire un moratoire de 10 ans sur l'eau, hein, c'est très intelligent. Je peux vous dire c'est très intelligent, je peux employer ce terme, ceux qui avaient de l'eau à 1 mètre dans la maison il y a 2 mois, puis dans 2 mois ils vont être à sec, plus rien pour arroser les cultures, là on marche sur la tête. Hein. Il y a un moment... On veut les pesticides, on veut empoisonner personne, l'eau, on veut la voler à personne, on veut que l'État puisse appliquer les choses selon les règles qu'il détermine. C'est vrai que quand on se met à la place effectivement des exploitants qui subissent de plein fouet la concurrence d'autres pays effectivement européens qui eux peuvent utiliser ces produits-là, on se dit, alors on comprend votre position effectivement, le principe de précaution, etc. Mais le fait est que c'est autorisé à l'étranger. À partir de ce moment-là, comment faire pour sauver ces fermes qui de toute façon vont effectivement sur le papier à un moment donné disparaître? Mais est-ce que vous trouvez que le texte qui est présenté ou qui était présenté à l'Assemblée nationale parlait justement de la question de la compétition et de protéger notre agriculture? Pas du tout. Si, sur la notion des compétitivités, de la compétitivité, mais bien sûr. Ne rien du tout, il n'y avait pas d'éléments pour protéger. C'était juste. Que si. Ça redonne des perspectives quand même. S'il vous plaît, sinon on n'est pas complètement fou non plus, on ne soutiendra pas le texte. Hein. Écoutez, en tout politique cas, pour le coup. Hein. Non mais écoutez, moi ce que je vous dis, c'est que ce texte ne répondait pas du tout à la question de la compétitivité, en tout cas ni des traités, ni de la concurrence déloyale qu'il y a entre la France et les autres pays. Je l'ai dit encore une fois, l'objectif, et d'ailleurs c'est ce qu'ont fait les députés écologistes au Parlement européen à chaque fois qu'ils ont débattu de la question, c'était de monter les normes par le haut et non pas justement de rétro-pédaler sur des interdictions qui ont été faites dans certains pays comme la France. Et puis par ailleurs, se pose quand même la question, moi j'entends le fait de dire vous êtes en train de tuer les 400 000 exploitations, les agriculteurs. On a absolument le même objectif, sauf qu'aujourd'hui, je suis désolée, quand on pourrait parler de le financement de l'agriculture par la PAC, vous avez évoqué le bio et le coût du bio pour le consommateur. La réalité, c'est que si on mettait plus de subventions sur le bio, ça baisserait le coût. Et bien, ça baisserait le coût aussi pour les consommateurs sur le bio. Enfin, on n'entend pas la même chose de l'argent public, et moi j'entends qu'il y en a plus. Moi j'entends que sur l'argent public... Vous allez aboutir à l'inverse de ce que vous voulez. Moins on produira, parce que ça va amener de la déproduction. Et vous êtes d'accord pour capter une partie de l'eau? Plus on importera. Non. Donc, je ne peux pas vous laisser dire ça. L'eau, une tomate, c'est 90% d'eau. Oui. La tomate, j'en mange pas 200 ou 300 par jour. La tomate, tout le monde en mange. Elle retourne dans son cycle, effectivement. L'agriculteur a besoin d'eau. Tous les agriculteurs ont besoin d'eau. Une tomate, une salade, c'est de l'eau. Mais cette eau-là, in fine, elle retourne dans l'assiette du consommateur. Ça, faut bien en avoir conscience. Et on parle des agriculteurs. Effectivement, on se bat aussi pour nos moyens de production, mais on se bat aussi pour la souveraineté alimentaire et des emplois. La filière betteravière, c'est plus de 45 000 emplois. Je ne parle pas de la filière noisette, on a beaucoup parlé des endives, de l'ensemble des fruits à coque, du pruneau d'Agen. Qu'est-ce que vous allez aller dire? Pourquoi vous posez la question de l'eau? Je ne vous ai pas dit que les agriculteurs avaient peu besoin d'eau. Je vous ai dit, est-ce que vous étiez d'accord avec le système de captation d'eau par certains agriculteurs
notamment sur le maïs, par exemple. Alors, le maïs, c'est une plante qui consomme le moins d'eau. C'est ce que je vous pose comme question. Et vous me parlez de la question de l'irrigation de récoltes. Elles sont tout à fait normales. Ça ne pose pas de problème d'irriguer ces récoltes. C'est pas là le problème. Alors, on va recontextualiser un petit peu cette question de l'eau pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui peut-être se sont un petit peu égarés sur ce débat. C'est l'article 5 de cette loi, effectivement. Éric de la Chênaie, cet article 5, il prévoit quoi exactement ? Il prévoyait dans sa version initiale de favoriser les créations de réserves d'eau, puisqu'il disait que l'eau était d'intérêt général majeur. Et il a été totalement détricoté par les différents amendements et on retourne en arrière. Moi, j'écoute les débats et je me dis finalement on n'est pas si loin que ça. Il y a des postures, il y a des rôles politiques, mais autour de cette table, on comprend tous qu'il faut de l'eau pour l'agriculture. Donc je trouve que c'est vraiment dommage de prendre des postures et d'empêcher les agriculteurs d'irriguer leur culture. Je suis d'accord que, et je l'ai entendu notamment de la Confédération paysanne, que quelquefois tout le monde n'a pas accès à l'eau, enfin tous les paysans n'ont pas accès à l'eau de la même manière, donc ça c'est peut-être un problème, mais il faut absolument faciliter les réserves d'eau. C'est un principe qui date de l'Antiquité. On l'a bien vu, même en Espagne, dans le sud de l'Espagne, leur technique d'irrigation date du temps des Arabes. Donc, je ne vois pas pourquoi on reviendrait en arrière et on se voilerait la face en disant qu'on va stopper toute création de stockage d'eau, qu'on appelle ça des mares, des étangs, des réserves collinaires. Alors, pour faire peur, on dit méga-bassines, mais c'est du bon sens. Quand on se promène dans le désert, comme moi j'ai eu l'occasion de le faire, il n'y a rien qui pousse sur les dunes. La biodiversité, elle est à sa plus faible représentation. Le seul endroit où il y a de la nourriture pour les gens, ce sont les oasis, là où il y a de l'eau. Donc je ne comprends pas qu'on puisse se battre à couteau tiré sur le principe de créer des réserves d'eau. Moi, ça me paraît tellement du bon sens que j'ai du mal à comprendre ce combat, sauf des postures politiques, de dire on embête le gouvernement et derrière ça, malheureusement, on embête les agriculteurs. Sabrina Sebaï, vous entendez ce discours? Est-ce que effectivement, ça paraît un peu inconcevable de s'opposer à des réserves d'eau qui, de fait, sont nécessaires pour l'agriculture? Alors, je crois que c'est vraiment deux choses différentes. Il y a la question, je l'ai dit, du besoin d'eau pour les agriculteurs et pour irriguer, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Par contre, les méga-bassines, les systèmes de méga-bassines tels qu'elles ont été conçus dans certains territoires, c'est de la captation d'eau par certaines fermes au détriment d'autres personnes et d'autres agriculteurs qui, eux, n'ont plus accès à l'eau parce qu'on pompe tellement dans les nappes phréatiques et dans les réserves qu'on crée d'abord du stress hydrique et qu'il n'y a plus d'eau accessible aux autres. Nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas que les agriculteurs puissent irriguer leurs champs, ce n'est pas la question. On dit que l'eau, il faut qu'elle soit accessible à tous ceux qui en ont besoin. Or, quand vous créez des méga-bassines comme ça dans certains territoires, eh bien, vous enlevez de l'eau à d'autres personnes qui en ont besoin. Donc, puisque la question, c'est il faut que tout le monde puisse avoir accès à l'eau, eh bien, trouvons le chemin pour que tout le monde puisse réellement avoir accès à l'eau à son juste besoin. Ça ne sert à rien d'en stocker plus que ce qu'il en faut à certains endroits au détriment d'autres. Clément Torpier, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Déjà, le terme méga-bassine, moi, il me dérange. Nous, on n'emploie pas le terme de méga-bassine. Je suis désolé. Et quand on voit les épisodes récents, on a une météo extrêmement capricieuse, qui est déconnectée, si je puis dire, où on a des phénomènes très intenses, où on a des quantités de pluie astronomiques qui tombent, et après, une sécheresse pendant plusieurs mois. Et donc, aujourd'hui, pour moi, c'est une certitude, on doit pouvoir capter cette eau-là qui tombe en abondance. Je ne sais pas si vous avez pu discuter avec les assurances. Le coût monumental des inondations, c'est affolant. On pourrait, je pense, prendre une partie de cet argent-là et construire des zones de stockage, des projets d'eau multipartagés, multifonctionnels pour l'utilisation des agriculteurs. Et aujourd'hui, c'est la position de la profession agricole sur la notion du stockage de l'eau. Qu'attendez-vous aujourd'hui, très concrètement? Que la loi soit adoptée à l'Assemblée nationale comme elle l'a été au Sénat? Que la commission mixte paritaire se réunisse afin de parler du texte qui a été voté en janvier? On est dans la manœuvre législative, donc là, c'est difficile à commenter ça. Ce qu'on veut, l'objectif, c'est que la loi soit adoptée dans ses grandes lignes. Parce que, pour le coup, vous voyez, lui, il est jeune, moi, je suis plus ancien. Vous devriez avoir le même souci. C'est qu'on arrive à renouveler les générations.
Oui. Parce que là, c'est capital. Et je pense que ce souci-là, vous ne l'avez pas. La loi législative, après, c'est du domaine du législatif. Si aujourd'hui, elle est retoquée, on va dire qu'il y a une motion de rejet, comme j'ai compris, c'est pour éviter une partie du débat, ma foi. Et pour discuter le texte tel qu'il a été voté au Sénat. Qui va revenir en commission mixte paritaire et qui va revenir après, de toute façon, à l'Assemblée. Parce que l'Assemblée, finalement, elle revote à la fin. Voilà. Et nous, dans ce cas-là, on dit que si ça doit y avoir un risque, on sollicite le Premier ministre, officiellement, pour lui dire « actionnez votre 49.3 ». Si jamais il y a une majorité qui s'occupe de le censurer, on s'occupera de vous faire la publicité par la suite. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que vous voulez tuer l'agriculture. Clément Porpier, pardon, vous vouliez réagir à ça ? Non, mais je crois qu'en fait, c'est pas. Enfin, là, on est plutôt dans le débat démocratique. On est dans la menace, dans le chantage. Dans... Non. Ben, si, c'est ce que vous dites. On s'occupera de vous. Non, mais on vous dira. Écoutez, vous ne légitimez pas toutes les menaces envers les élus. Moi, je ne suis pas du tout dans cela. Les postures qu'on prend. C'est pas des postures. Aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment, en tout cas, il y a pour les écologistes. Moi, je vais parler pour ce qui concerne mon groupe politique. On a pour intérêt la question de la survie de nos fermes, de nos agriculteurs, qu'ils travaillent correctement, qu'ils puissent se salarier et vivre de leur profession correctement, tout en tenant compte de la réalité, du principe de précaution, je l'ai dit, de la question de l'eau accessible à tout le monde. Et ça, mais oui, mais on peut lever les yeux au ciel, c'est une réalité. On a déposé des amendements d'amélioration du texte. Nous ne sommes pas pour l'utilisation du 49.3, on est pour le débat démocratique jusqu'au bout du texte. Vous savez, il sera voté amendement par amendement. S'il y a des majorités pour dire que les gens ne sont pas d'accord avec nous, eh bien, le texte sera voté quasiment comme il est sorti du Sénat. S'il y a une autre majorité qui s'exprime à l'Assemblée nationale, bah c'est le jeu démocratique. Mais on est d'accord là-dessus. Bah, très bien, dans ce cas-là, pas de 49.3, allons au bout du débat, votons ce texte dans l'intérêt de tout le monde. En tout cas, je pense que nous, on travaillera dans l'intérêt des agriculteurs, en tout cas ceux qui nous ont sollicités, avec qui on a discuté, avec qui on a travaillé. Et je crois qu'ils sont quand même une majorité, malgré ce que vous dites, de vouloir défendre un modèle agricole qui préserve la faune et la flore, qui préserve le vivant, qui tient compte de leur santé, qui tient compte de la santé des générations futures et qui ne veut pas laisser une planète où il n'y aura plus d'eau, parce qu'on évoque les grandes pluies. Vous savez, les grandes pluies qui sont tombées, malgré le fait qu'il y a eu des sécheresses derrière, vous l'avez dit, aujourd'hui, les nappes phréatiques ne sont pas revenues à leur niveau où il y a assez d'eau justement pour pouvoir pomper cette eau. Donc il faut arrêter aussi d'expliquer en disant oui, mais il y a des pluies diluviennes, donc il faut récupérer cette eau. Cette eau, elle sert aussi à recharger les batteries des nappes phréatiques qui sont aujourd'hui à sec. Donc moi, je le dis vraiment en toute démocratie pour le coup, nous avons déposé des amendements, il est vrai. Nous espérons pouvoir en débattre de manière sereine dans l'hémicycle aujourd'hui pour améliorer ce texte. Et la démocratie s'exprimera sur les votes des amendements. Mais quand on entend, là, vous avez apporté une nuance quand même dans le débat, c'est que vous avez l'air d'avoir une ouverture un peu plus importante sur l'eau, parce que quand on entend un moratoire de 10 ans sur l'eau, ça veut dire une condamnation à mort pour beaucoup. Donc ça, on ne l'accepte pas. Ah si, mais ça, je vous promets. Ça veut dire que s'il n'y a plus d'investissement, nous, on est pour travailler sous le contrôle de l'État. Donc l'État, il fait son travail. Quand quelque chose sont autorisées, il faut qu'elles puissent se réaliser. Moi, je suis désolé, on va devoir mettre un terme à ce débat. C'est passionnant, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion, nous, de reproposer un acte 2, justement, sur ce débat qui est passionnant. En tout cas, on suivra ça avec beaucoup d'attention sur le Figaro TV. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été autour de la table. Merci Éric Delachesnée qui était avec nous à distance. Et on poursuit cette émission avec ce dialogue acide entre une prof et son élève. Allez, sans transition, hein. L'école permet-elle véritablement aux élèves d'atteindre leurs rêves? Ou au contraire, le système scolaire n'est-il qu'un moule sans saveur conçu pour uniformiser la jeunesse? Voilà entre autres les questions que l'on se pose lorsqu'on assiste à ce dialogue passionnant. Ça s'intitule Si tu t'en vas. Ça se joue à la Scala et nous sommes heureux de recevoir ici l'heureuse maman de ce huis clos absolument décapant. Bonjour Kelly Rivière. Bonjour. Bon, on va pas parler d'agriculture avec vous, hein, je vous rassure. Hein, voilà. Après, si vous avez un avis sur la question... J'ai peur que vous me demandiez à quoi ressemble une graine de betterave. Ah non, vous savez, j'avais pas la réponse moi non plus, je dois vous avouer. Première question, comment cette pièce est-elle née? Elle est vraiment très bien cette pièce, d'ailleurs on va en voir quelques images dans un court instant. Je disais, c'est vraiment un dialogue sans phare hein, entre une prof et son élève qui a décidé à un moment donné de voler de ses propres ailes et qui veut partir à Dubaï pour vivre de la vente, de la revente de sneakers, hein, de baskets. Comment il est né ce projet? Alors ce projet, c'est une commande du metteur en scène de la pièce, Philippe Baronnet, qui dirige la compagnie Les Échappés Vifs. Ouais. Et en fait, il m'avait demandé de retraduire Mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller, qui mettait en scène. Et à partir de là, on a travaillé ensemble la retraduction et il m'a dit, ce serait bien que tu écrives une forme courte qui soit destinée à être jouée dans les collèges, dans les lycées, et qui soit un dialogue intergénérationnel. J'avais carte blanche quand même. Ouais. Et on est parti sur cette figure de la prof, de l'élève. Étant donné qu'en tant que comédien,
on fait beaucoup d'actions culturelles dans les collèges, dans les lycées, on fréquente beaucoup de profs et on les voit en fait mener des projets, remuer des montagnes pour essayer d'offrir de la culture aux élèves. Et on était très touchés par ces figures de profs. On avait envie de leur rendre hommage. Et de là, j'ai imaginé cet élève qui veut quitter l'école et cette prof qui va essayer de le retenir. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous leur rendez hommage à ces profs et à ces élèves, puisque, je ne l'ai pas précisé, mais le début du spectacle commence par des témoignages, et des témoignages, c'est ça, hein, de profs, d'élèves que vous diffusez sur un écran sur scène. Comme la compagnie Les Échappés Vifs est basée en Normandie, on a basé l'histoire en Normandie. Donc on a interviewé des élèves, on était en résidence au lycée de Coutances, et on a regardé les élèves, on leur a aussi offert des ateliers on a mené des ateliers de théâtre et on a observé les profs, les élèves, et à partir de là, on a imaginé. Il y a quand même un lien avec l'agriculture, c'est qu'il est fils d'agriculteur. Absolument, c'est vrai. Donc il y avait cette idée de le baser en Normandie dans un contexte rural, et puis voilà. J'aurais dû sauter sur cette transition. Voilà, oui. C'est une faute professionnelle de ma part. Bon, écoutez, je vais essayer de m'en remettre. En tout cas, je vous propose de regarder quelques images et on en parle juste après. Vas-y, pars vendre des baskets à Dubaï pour devenir Elon Musk. Tu sais quoi, Elon Musk, c'est un très mauvais exemple. Un très mauvais exemple parce que le gars, il a fait plein d'études. Ah ouais, parfaitement. Il est blindé de diplômes, le gars. Alors oui, il a rompu les liens avec son père, mais il est bardé de diplômes. Il y est allé à l'université, lui, et il a cumulé les années d'études. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec Elon Musk? Il est horrible, ce type. On dirait un clone, une marionnette en cire, il débite des âneries sur Twitter à longueur de journée. Quelle trace il va laisser derrière lui? Quelle trace? Je sais pas. Tesla, SpaceX. Et vous, madame, quelle trace vous allez laisser derrière vous? Oh non, je me casse pas. Non, madame, je me casse pas parce que j'ai un truc super important à vous dire. Ça va, vous avez 3 minutes? Je peux prendre sur votre temps libre? Vous en avez, vous, du temps libre, les profs? Parce que vous foutez rien, on le sait bien. Ouais, madame, faut trop que je vous parle d'un truc super important. Hier, j'ai eu une révélation, ouais. J'ai mon neurone, il s'est connecté à mon autre neurone. Et là, j'ai une fulguration. J'ai tout compris. Les études, ça sert à rien. Ouais, parce que moi j'ai un truc là, c'est un téléphone portable. Vous savez ce que c'est, madame? Bah non, hein, tu sais, hein, moi et la technologie. Vous voulez que je vous explique? Bah oui, tu sais, j'ai que ça à faire, moi. Hein. De quoi tu as peur? Mais de rien. Moi, j'ai peur de rien. C'est vous qui êtes frileuse, qui refusez l'aventure. Ah, l'aventure? D'aller vendre des baskets à Dubaï? Tu parles d'une aventure, non merci. Hein. Je vous ai jamais proposé de me rejoindre à Dubaï, madame? Hein? Il y a vraiment un côté passif-agressif dans ce dialogue, on va en parler dans un instant, mais quand on voit ces images, on se dit que c'est vraiment un dialogue entre deux mondes qui ne se comprennent pas et qui ne se comprendront jamais finalement. Alors c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est plus subtil. Ouais, c'est plus subtil. C'est ce que je voulais vous faire dire. Voilà. C'est à la fois ils se comprennent pas et en même temps, enfin, ce qu'on voulait montrer, c'est que les profs, les élèves pensent que les profs en dehors du collège et du lycée, ils n'ont pas de vie, quoi. Oui. Voilà, ils sont dédiés à leurs élèves. Bon. Et en fait, ils parlent de leurs élèves. Le métier de prof, ça les poursuit, je crois, en dehors de l'école. Donc, ils se côtoient à longueur de journée. Les profs sont au courant souvent de la vie familiale, de la situation familiale de leurs élèves, de leurs histoires entre eux aussi, de ce qui les traverse. Enfin voilà, que ce soit au collège ou au lycée. Là, Nathan, il est au lycée, il est en première dans la pièce. C'est le moment où on va devenir un jeune adulte, où on va quitter ce cocon quand même qu'est l'école. Donc c'est aussi ce moment où l'élève va attaquer le cocon pour ne plus le regretter. C'est-à-dire on quitte quelque chose, donc pour ne pas le regretter, on se dit que c'est nul l'école, que ça ne sert à rien. Et on sait très bien que c'est plus compliqué que ça. Et quand on rentre dans la vie du travail, dans le monde du travail, c'est difficile de trouver sa voie. C'est aussi une pièce sur la vocation, enfin sur trouver sa voie. Oui. Et donc... Oui, c'est passif-agressif. Disons qu'elle va faire des trucs qu'un prof ne devrait pas faire. Elle va même un peu le pousser physiquement. Elle va un peu Quand on joue dans les lycées, ils sont choqués. Les élèves, ils nous disent ça se fait pas et tout. Mais c'est un huis clos en fin de journée, dans une salle de classe. Donc c'est un peu en dehors du cadre purement scolaire. Lui, il lui dit je suis plus votre élève, donc ne me traitez pas comme un élève. Donc ça va devenir en fait un dialogue entre un jeune adulte et une moins jeune, mais quand même encore un peu jeune. Il n'existe plus la relation entre prof et élève à ce moment-là parce qu'il a décidé de s'en émanciper. Voilà, et ça va un petit peu au-delà de ça, et ils vont se confier, et elle va se confier sur son parcours quand elle était jeune aussi, sur ce qu'elle aurait voulu vraiment faire, est-ce qu'elle voulait vraiment être prof, voilà, c'est
c'est deux univers qui se frottent, mais qui se rencontrent quand même. Et pourquoi la prof que vous incarnez décide-t-elle de retenir cet élève qui a décidé de partir et qui finalement a des étoiles plein les yeux quand il parle de revente de sneakers? On sent que c'est vraiment son projet, il a envie de le faire, il sent qu'il peut gagner de l'argent. Et d'ailleurs, vous êtes votre personnage est un peu pris de court quand il vous dit oui, écoutez, je vais gagner de l'argent, donc pourquoi je vais rester ici à avoir mon bac? La planète brûle. Tout à fait. C'est venu un peu aussi de ce qu'on voit que les jeunes passent beaucoup de temps sur Internet et qu'effectivement, aujourd'hui, on peut rester derrière son écran, sur sa chaise et revendre des fringues sur Vinted, Le Bon Coin, et puis ils gagnent un peu d'argent. Oui. On s'est rendu compte qu'ils ont tous un petit business et que ça marche. Et moi, je me disais, c'est vrai, en tant que prof, comment continuer à valoriser le travail, le savoir qui n'est pas une valeur marchande quand ils peuvent mieux gagner leur vie que la prof en 2-3 clics, si je caricature. Donc c'est vrai que je trouve que les profs sont confrontés à plein de difficultés aujourd'hui, dont les utilisations de téléphones portables et tout, et dont ce truc qui est de dire l'école, ça vaut quand même la peine. Et aussi, elle lui dit, est-ce que tu es sûre que c'est ça que tu veux faire? Aller à Dubaï, vendre des baskets, est-ce que vraiment c'est un avenir? Et en même temps, elle le comprend aussi. Donc c'est pour ça qu'elle va parler elle-même de ses propres choix, de ce qu'elle regrette, de ce qu'elle... Parce que votre personnage n'avait pas forcément vocation à devenir enseignante au début. C'est-à-dire que vous aussi, vous aviez des rêves lorsque vous étiez plus jeune. Et elle essaye de le retenir parce qu'elle pense aussi que quelqu'un qui quitte le bateau, un élève qui quitte le bateau, pour elle, c'est le bateau qui coule. Et que... Ça ne parle pas vraiment du décrochage scolaire, mais il y a beaucoup d'élèves qui sont en décrochage scolaire. Et c'était une façon de dire attention, la vie est longue. Tu penses aujourd'hui que c'est ça ton rêve, mais réinterroge bien ton rêve et réinterroge-toi sur la longévité des choix. Et, voilà. Et quelle est la morale de cette histoire finalement? C'est qu'il faut s'affranchir du chemin qui nous est tracé par l'éducation nationale pour suivre nos propres rêves. C'est ça aussi? Parce que l'éducation nationale, et on a coutume de le dire aussi dans cette émission, parce qu'on fait beaucoup de sujets en lien avec le lycée, le collège, mais c'est vrai que l'éducation nationale, c'est une forme de chemin de fer sur lequel on doit se trouver, et dès lors qu'on n'est pas forcément fait pour ça, eh bien on déraille, et puis c'est difficile de remonter à bord du train. Alors, comme c'est quand même une prof qui va lui dire va jusqu'au bout des études, même si ça paraît un peu suranné, ce discours, passe ton bac et après tu verras, puisque c'est ce qu'elle lui dit. Aujourd'hui, le bac, je ne sais pas si ça a la même valeur que moi quand je faisais mes études. C'est quand même une pièce, si elle a un message, qui est de dire si, il faut aller au bout des choses. Il ne faut pas aller vers la facilité, il faut quand même que tu ailles au bout des choses. Mais, je ne dévoilerai pas la fin, mais ça s'appelle quand même Si tu t'en vas. Donc c'est une pièce qui interroge sur l'abandon, le lâcher-prise. Enfin, quand est-ce qu'on abandonne? Quand est-ce qu'on part? Quand est-ce qu'on quitte tout, justement? Ce Nathan... elle est un peu en deux parties, la pièce. La première partie est un combat, est un réel dialogue, affrontement. La deuxième partie, on lâche un peu du lest, et parce qu'à un moment donné, on le voit dans l'extrait. Chacun brise un peu sa carapace, la deuxième partie. On ouvre un peu la carapace, la prof va lui confier des choses, et lui va lui confier des choses. Et donc, on part plus sur un parcours de vie, et sur les choix, ce que c'est. Et puis, ça s'appelle Si tu t'en vas, donc qui de l'un ou de l'autre va partir. Voilà, il y a une fin qui est... je pense, un peu étonnante. Et est-ce que vous êtes, à un moment donné, vous, en tant que comédienne, identifié aussi à cette pièce? Parce que moi, personnellement, et je pense que ce sera le cas de tous les spectateurs qui viendront vous voir, on s'y identifie à un moment donné. C'est-à-dire qu'on a tous des rêves en tête lorsqu'on est gamin, qu'on étouffe parfois parce qu'il faut aller à l'école le lendemain, parce que ça relève du domaine de l'impossible. Mais parfois, ça l'est possible. Il suffit juste d'avoir un petit peu de courage et peut-être de s'affranchir aussi du chemin qui nous est tracé par l'éducation nationale. Oui, clairement. Moi, je trouve que prof, c'est souvent des gens qui vont vous dire, qui ont aussi eux-mêmes un problème avec le système, en fait, qui sont dans le système, mais qui peuvent dire à des élèves, n'écoutez pas toujours ce qu'on vous dit. Voilà. Parce qu'un prof, ça parle beaucoup. D'ailleurs, c'est ce que je dis à un moment dans la pièce. Ça peut déraper, ça peut dire des choses. Donc, il faut les écouter et pas que. Donc, c'est vrai que c'est une pièce qui dit aussi, affranchis-toi un peu. Et le rêve, et lui va venir la confronter à ses propres rêves, justement. Qu'est-ce qu'elle n'a pas accompli et qu'est-ce qu'elle fiche dans cette école où, finalement, tous les jours, elle franchit le portail de l'école. Est-ce que c'est vraiment une vie de rêve? Votre personnage avait l'intention, en tout cas, aurait aimé devenir basketteuse professionnelle, ce qui est quand même loin des chemins de l'école. Loin. Alors moi, est-ce que je m'identifie? Oui, parce qu'au départ, en fait, la commande d'écriture, c'était d'écrire une pièce pour 2 personnages. C'était pas moi. Et petit à petit, le metteur en scène m'a dit « Tu voudrais pas tenter de jouer la prof ?» Alors forcément, ça a réorienté un petit peu le texte et tout ça. Donc oui, je m'identifie. Déjà, je m'identifie parce que moi, je donne des cours aussi de théâtre. Donc je sais ce que c'est que d'être devant 30 élèves. Je sais ce que c'est que d'être devant des élèves qui vous mettent en difficulté, qui vous remettent en question, les poils à gratter, ceux qui vous... Voilà. Et puis, je tiens à dire aussi que c'est quand même une pièce qu'on a écrite avec le soutien du collectif Samuel Paty, Pas d'oubli, en Normandie.
Et forcément, moi, je trouve qu'il y a un changement aussi depuis ces événements sur le regard qu'on porte sur les profs et sur la difficulté de ce métier. Donc il y avait aussi quand même, même si ça ne traite pas frontalement de ça, on avait envie de rendre hommage à ce métier qui est difficile. Et vous le faites merveilleusement bien. Ça s'intitule « Si tu t'en vas », ça se joue à la Scala à Paris. Merci beaucoup, Kelly Rivière, d'avoir été sur ce plateau. On termine cette émission avec la dernière chronique. Le Figaro Histoire raconte. Le 29 mai 1814, Joséphine de Beauharnais, ex-impératrice des Français, s'éteignait dans son château de Malmaison, épouse répudiée de Napoléon. Elle avait vécu une vie de roman et a laissé à Rueil de nombreux souvenirs. Bonjour Geoffroy Caillé. Bonjour Damien. Quel plaisir de vous accueillir ici sur ce plateau. Alors vous êtes rédacteur en chef du Figaro Histoire. Commençons par la fin, si vous le voulez bien. Que fait Joséphine en mai 1814 ? Eh bien, en ce printemps 1814, la France de Napoléon est envahie par les puissances coalisées. Napoléon vient de perdre la guerre. Paris a capitulé le 30 mars et est occupé par les troupes du tsar Alexandre Ier, qui est le chef de cette coalition. Alors Joséphine suit les événements, elle n'est plus mariée à l'empereur depuis quelques années, d'abord depuis son château de Malmaison qu'on connaît bien, et puis depuis un autre château qui s'appelle Navarre, c'est à côté d'Évreux, aujourd'hui c'est un quartier d'Évreux, un château qui n'existe plus, et elle se demande un peu à quelle sauce elle va être mangée, si vous me permettez l'expression, parce que elle ne sait pas ce qu'elle doit attendre des vainqueurs de son mari, ni de ceux qui vont succéder à son mari sur le trône de France, c'est-à-dire les Bourbons avec Louis XVIII. Et donc, elle est dans un entre-deux. Alors c'est vrai que son histoire a commencé très loin de Rueil, à la Martinique. Oui, Joséphine, c'est une créole. Elle est née en 1763 à Trois-Îlets, qui est un très bel endroit de la Martinique qu'on peut visiter aujourd'hui. Elle s'appelle Rose de Taché de la Pagerie. Son père est d'une famille noble ancienne, mais désargentée, et le grand-père est parti à la Martinique comme planteur de canne à sucre. Et donc Joséphine naît sur la plantation familiale. À 16 ans, elle est envoyée en métropole et elle est mariée à Alexandre de Beauharnais, qui est un officier général. Et le but de ce mariage est de redorer un peu la fortune familiale qui est vraiment chancelante. Malheureusement, les deux époux ne s'entendent pas. Ils ont deux enfants, Hortense et Eugène. Et le ménage se sépare dans les faits. Il se rapproche finalement quand la Révolution arrive, parce qu'Alexandre de Beauharnais part dans une carrière politique. Et malheureusement pour lui, il est guillotiné 5 jours avant la chute de Robespierre en juillet 1794. Joséphine elle-même est emprisonnée et elle ne doit qu'à la chute de l'incorruptible d'échapper à la guillotine. Et là, elle fait bientôt la rencontre qui va changer sa vie. Oui, là, tout va être différent pour elle. Elle reste encore un an veuve et puis à l'automne 1795, elle rencontre un jeune général d'artillerie brillant qui s'appelle Bonaparte. Et en tout cas, il est très prometteur, il est très amoureux d'elle et ils se mettent à se fréquenter. Il ne l'appelle plus Rose, mais Joséphine. Donc c'est sa naissance sous le prénom sous lequel elle est connue encore aujourd'hui. Elle est un peu moins enflammée. Il faut dire qu'elle a déjà été mariée, elle est veuve, elle a eu des enfants. Elle a été échaudée. Elle a été un peu échaudée. Elle sait que l'amour conjugal, c'est pas seulement des joies, c'est aussi quelques peines. Mais les deux sont très ambitieux et ils vont vraiment s'appuyer l'un sur l'autre pour monter dans cette ambition. Joséphine, de son côté, introduit le jeune militaire corse dans la haute société parisienne, tandis que Bonaparte, lui, apporte sa renommée de plus en plus grande à son épouse et surtout la sécurité financière à sa famille, puisque je rappelle que Joséphine a 2 enfants à charge. Il se marie finalement civilement le 9 mars 1796 et Napoléon est nommé dans la foulée commandant en chef de l'armée d'Italie. On voit ce très beau tableau qui illustre le départ de Napoléon. Je dis Napoléon, mais à l'époque, on ne l'appelait encore que Bonaparte. Et en route pour la gloire, pourrait-on dire. Et alors, comment décririez-vous cette relation entre Napoléon et Joséphine ? Alors, les relations sont houleuses parce que les deux protagonistes ont des tempéraments très forts. Et puis, Napoléon étant longtemps absent pour ses campagnes militaires, ça complique un petit peu les choses parce que Joséphine tarde à le rejoindre, même quand elle le pourrait. Elle préfère la vie parisienne, la vie mondaine, plutôt que la vie en campagne. Et donc, les infidélités de part et d'autre, mais surtout du côté de Joséphine, s'en mêlent, notamment quand Bonaparte part pour l'expédition d'Égypte, qui va le mettre en piste sur le plan politique. Et donc, on commence déjà un peu à parler de rumeurs de divorce, mais leur relation résiste à ces disputes parce qu'ils ont
compris un peu quel intérêt ils pouvaient obtenir chacun l'un de l'autre. Et puis il faut dire que Joséphine a un talent extraordinaire pour adoucir Napoléon et vraiment donner de l'éclat à leur couple en public. Et puis après, c'est l'ascension, forcément. Oui, c'est l'ascension parce que c'est le coup d'État du 18 Brumaire. Napoléon prend le pouvoir, il devient premier consul. Donc la femme du premier consul s'installe avec lui aux Tuileries, dans le Palais des Rois de France. Et il faut dire que Joséphine montre un don absolument exceptionnel pour organiser des soirées brillantes, soit aux Tuileries, soit à Malmaison, pour vraiment mettre en valeur le ménage qu'elle forme avec Napoléon, c'est-à-dire au sommet du pouvoir. Malheureusement, pour tenir son rang et puis pour être à la pointe de la mode, elle dépense des fortunes, ce qui fait évidemment la rage de Napoléon quand il reçoit les factures des fournisseurs. On peut le comprendre. Il se rend compte que sa femme a encore trop dépensé, mais le charme de Joséphine finit toujours par apaiser son mari et lui-même reconnaîtra « Je gagne des batailles, Joséphine gagne les cœurs ». Moyennant quoi, Joséphine achète le château de Malmaison en 1799. À nouveau, elle dépense sans compter pour attirer toute la gentry parisienne qui est essentielle à la fortification de leur pouvoir. Et Malmaison, dont on voit une illustration à l'écran, devient célèbre parce qu'elle possède un jardin de roses, des serres avec des plantes rares et puis des animaux exotiques. On y trouve des kangourous, des singes, des zèbres et même des autruches. Alors c'est une très belle histoire, Geoffroy Caillé, mais il y a quand même un problème dans cette histoire, c'est que Joséphine n'est pas forcément en odeur de sainteté auprès du clan Bonaparte. Non, Laetitia, la mère de Napoléon, pense que ce n'est pas une femme pour lui. Même si Napoléon adopte Eugène et Hortense, les enfants de Joséphine, le clan Bonaparte lui fait la guerre. Et puis ils encouragent Napoléon vraiment à quitter Joséphine, qui ne lui a toujours pas donné d'héritier. Alors, peu de temps avant le sacre, exactement quelques jours avant, le pape apprend que Joséphine et Napoléon ne sont pas mariés et il exige, comme préalable au sacre, que les deux époux se marient religieusement. Forcément. Ce qui permet à Joséphine d'échapper au moins dans un premier temps à la perspective d'un divorce. Ah oui, et c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est comment Napoléon réagit-il devant l'inimitié du clan Bonaparte contre sa femme? Alors il la défend, il la protège, il oblige même ses sœurs à porter la traîne de l'impératrice le jour du couronnement de l'impératrice, qui ne fait qu'un avec le sacre de Napoléon. Mais rapidement, il fait comprendre à sa femme qu'évidemment, il a besoin d'un héritier. Et donc l'impératrice multiplie les cures à Aix-les-Bains, à Plombières, dans l'espoir de tomber enceinte. Et finalement, c'est la séparation, tout ça pour ça. Et c'est la séparation puisque Joséphine n'est toujours pas enceinte. Napoléon a besoin d'un héritier pour fortifier sa succession, fortifier l'Empire. Et donc il décide de se séparer d'elle. Le divorce est prononcé en 1809. Mais Joséphine conserve Malmaison où elle continue à recevoir et où elle s'installe définitivement. Napoléon, lui, se remarie avec Marie-Louise d'Autriche, mais il rend encore visite à Joséphine au point même de provoquer la jalousie de sa nouvelle femme. Et Joséphine devient l'amie du tsar Alexandre Ier ? Oui, si on en revient à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les derniers instants de Joséphine, en avril 1814, Joséphine se lie avec le tsar parce qu'elle se rend compte qu'en fait il a beaucoup d'amitié pour elle, pour ses enfants Eugène et Hortense. Donc le tsar, pendant que ses troupes occupent Paris, vient à la Malmaison très régulièrement. Il s'entretient d'art, d'histoire de l'art avec Joséphine, qui lui montre ses merveilleuses collections de la Malmaison. Malheureusement, le 14 mai, Joséphine prend froid en faisant une promenade en calèche découverte avec le tsar. Et dans les 15 jours qui vont suivre, son état de santé va être catastrophique. Elle va finir par mourir d'une congestion pulmonaire. Et jusqu'au bout, elle va recevoir le tsar au même titre que ses enfants. Et finalement, ses funérailles, elle meurt le 29 mai à 11h30 du matin. Ces funérailles ont lieu à Rueil. Et il faut aller à Rueil parce qu'à Rueil, on trouve non seulement le château de Malmaison, le château de Bois-Préau qui est juste à côté, qui sont vraiment un musée napoléonien et un musée de Joséphine, mais il faut aussi aller voir l'église paroissiale Saint-Pierre de Rueil, puisque dans l'église, on trouve un très beau tombeau, un très beau mausolée à Joséphine et aussi à sa fille Hortense. Ces deux mausolées ont été édifiés sous la Restauration, période peu propice à l'épopée impériale, mais en fait, il y a eu vraiment un geste de piété de la part des descendants de Joséphine. Et ce qui est très intéressant, c'est que le 2 juin, le jour des funérailles de Joséphine, il y a 2 petits-enfants dans l'Assemblée. Ces 2 petits-enfants, ce sont les petits-enfants, les 2 propres petits-enfants de Joséphine, 2 petits garçons. L'un d'eux, le cadet, a seulement 6 ans. Il s'appelle Louis-Napoléon. 38 ans plus tard, il sera Napoléon III, c'est-à-dire successeur de Napoléon Ier, qui est son oncle, et petit-fils de Joséphine, sa grand-mère, la reine de Malmaison, l'impératrice,
aux funérailles desquels il assiste ce jour-là. C'est incroyable cette histoire. Merci beaucoup Geoffroy Caillet. Merci d'avoir été autour de cette table. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au Figaro Histoire. Merci beaucoup pour cette histoire qui nous a vraiment passionnés. On a bu vos paroles. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Mardi, vous retrouverez Victoire Sicora aux commandes de cette émission. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et puis je vous dis à très bientôt sur le Figaro TV.